Les journaux du Londres de l'époque victorienne étaient dominés par des gros titres concernant la tristement célèbre affaire non résolue de Jack l'Éventreur, un tueur en série qui a passé des années à terroriser les femmes dans les rues de Londres. Mais le grand éventreur n'était pas le seul à rôder dans les quartiers et à chercher des victimes à cette époque. La première disparition liée aux filles disparues de West Ham a eu lieu le 13 avril 1881. Mary Seward, âgée de 14 ans, vivait avec ses parents sur West Road, à Plaistow, une banlieue de l'est de Londres à l'époque. Vers 6 heures du soir, sa mère a demandé à Mary d'aller chercher son neveu de 4 ans, le fils de sa sœur aînée. Le petit garçon était absent de la maison et avait été vu pour la dernière fois en train de jouer dehors. Alors que Mary est allée chercher son neveu comme on le lui avait demandé et qu'on l'a même vu frapper aux portes de ses voisins plus tard, elle a disparu peu après et n'est jamais rentrée chez elle. Son neveu a été ramené par certains des enfants du quartier, mais à ce moment-là, il n'y avait plus aucune trace de Mary. Un article du Tamworth Herald a noté que, bien que ses parents aient mené des recherches pour retrouver Mary, je cite, « Ils craignent maintenant fortement qu'elle ait soit été envoyée hors du pays, soit qu'on se soit débarrassé d'elle. » Après que sa famille n'ait rien pu trouver, les autorités locales ont été appelées pour mener une recherche approfondie dans les environs. Malgré les meilleurs efforts des forces de l'ordre, qui consistaient principalement à faire du porte-à-porte dans le quartier, à interroger des criminels connus et à fouiller les rues à la recherche d'indices, aucune trace de Mary n'a jamais été retrouvée. Plusieurs mois plus tard, en juin, ses parents commencèrent à se résigner à la théorie selon laquelle elle avait été victime d'un groupe de trafiquants d'êtres humains opérant dans la région. Le North Devon Journal a rapporté cette théorie, indiquant qu'un témoin avait dit au père de Mary qu'il avait vu un homme à plusieurs reprises près des quais. Elle avait appris qu'il utilisait de fausses promesses pour attirer de jeunes filles dans des réseaux de traite, leur vendant le rêve d'une vie meilleure à l'étranger. On disait que l'homme était aidé par une femme, qu'il était riche et qu'il avait une préférence pour cibler les filles âgées de 12 à 15 ans. Ils ont également ajouté qu'il était bien habillé. La mère de Marie a aussi dit aux médias qu'elle avait entendu parler d'un stratagème où des jeunes filles étaient arrêtées dans la rue et recevaient de l'argent pour remettre une lettre. Cependant, après avoir remis la lettre, elles étaient attirées dans la maison et retenues contre leur gré. À la suite de ces témoignages, d'autres témoins se sont manifestés, plusieurs familles ayant déclaré à la police que leurs enfants avaient été abordés de la même manière par un homme bien habillé. Une femme, identifiée simplement comme Madame Hughes dans les journaux, a déclaré qu'elle avait envoyé sa fille faire une course un soir de la fin mars, mais que la jeune fille était rentrée à la maison très agitée et effrayée. La jeune fille avait eu affaire à un homme qui était sorti de bâtiments abandonnés, avait même traversé la route et tenté de l'attraper. Il est à noter que Madame Hughes vivait dans la zone d'où l'on pense que Marie a disparu. Vue pour la dernière fois près de Rond-Point, elle demandait des nouvelles de son neveu. Plus tard, des habitants de la même zone auraient entendu les cris d'une jeune fille. Bien qu'une récompense de 35 livres ait été offerte pour le retour sain et sauf de Marie, l'argent n'a jamais été réclamé. Le consensus général était que la jeune fille de 14 ans avait été victime de trafic et envoyée en Europe, où elle a été forcée de travailler dans un bordel. Si ce n'était pas déjà assez terrifiant que Marie, âgée de 14 ans, ait disparu de West Ham en 1881, la situation est devenue encore plus grave lorsqu'une autre jeune fille a disparu du même quartier en janvier 1882. Très vite, les journaux ont commencé à évoquer la possibilité que les affaires soient liées, répandant la peur et la panique parmi les familles locales qui cherchaient à protéger leurs enfants. Elisa Carter, 13 ans, a été vue pour la dernière fois le 28 janvier. Bien qu'elle vivait avec ses parents sur Church Street, elle séjournait en réalité chez sa sœur le jour de sa disparition. Sa sœur habitait sur West Road de façon troublante, la même rue que Mary. Il a d'abord été rapporté qu'Elisa avait passé l'après-midi à jouer dans la rue avec une amie, et après que la nuit soit tombée vers 17 heures, les deux filles ont décidé qu'il valait mieux rentrer chez elles. Elisa a dit qu'elle craignait de rentrer seule,
Alors son amie l'a accompagnée sur une partie du trajet. Elle a vu Elisa pour la dernière fois près des ronds-points, à proximité de Westham Park, la même zone où Mary a disparu. Cependant, environ une semaine après sa disparition, l'Evening Standard a rapporté que ce n'était pas la véritable version des faits. Au lieu de passer l'après-midi à jouer, elle avait été envoyée faire une course vers 10h30. Et bien que la course ait été accomplie, Elisa n'est pas rentrée chez elle ensuite, et elle a été absente du domicile de sa sœur entre 10h30 et 17h. À 17h, son amie d'école l'a vue et Elisa a avoué qu'elle avait peur de rentrer chez elle à cause d'un homme. L'amie a accompagné Elisa jusqu'à environ 40 mètres de la maison de sa sœur et, alors qu'elles marchaient ensemble, un homme décrit comme grand et portant un haut de forme les a dépassés. Il a dit « Bonjour Elisa, comment va ta mère ?» Après son départ, l'amie d'Elisa l'a laissée rentrer seule chez elle. Elisa n'est jamais arrivée à la maison et les recherches qui ont suivi n'ont donné aucun indice utile. Les enquêteurs pensent que l'homme qui a croisé les deux filles avait déjà approché Elisa plus tôt dans la journée, car ses amis ont déclaré que c'était cet homme qui l'avait rendue nerveuse. Le premier indice dans cette affaire a été découvert tard le lendemain matin, lorsqu'un garçon traversant le parc est tombé sur une robe. Tous les boutons avaient été coupés et les parents d'Elisa l'ont identifiée comme étant celle qu'elle portait lorsqu'elle a disparu. Les enquêteurs ont conclu qu'elle avait été retirée à Elisa pour rendre son identification plus difficile. Un autre jour s'est écoulé avant que les forces de l'ordre local ne décident de draguer l'étang de Westham Park ainsi que d'autres plans d'eau à proximité à la recherche de nouveaux indices. Cependant, rien de nouveau n'a été découvert par la suite. Des bénévoles locaux ont également lancé leurs propres recherches d'indices ou d'informations à Westham, mais il n'y avait toujours aucune trace de la jeune fille de 13 ans. Après une semaine sans aucune trace d'Elisa, la police s'était désemparée. Ils ont suggéré qu'il était probable que la même personne qui avait enlevé Mary avait également enlevé Elisa et ont ensuite conclu qu'elle aussi avait été sortie clandestinement du pays et victime de trafic à l'étranger. Ils ont tenté de surveiller les navires au quai, croyant qu'il y avait là une opération pour faire sortir clandestinement de jeunes filles, mais ils n'ont jamais vu la moindre preuve de telles activités. Il est à noter que les médias de l'époque ont également observé qu'une semaine avant la disparition d'Elisa, le 21 janvier, une jeune fille avait été agressée à Westham Park. Apparemment, elle avait été attirée par un homme et retenue contre sa volonté pendant 4 heures. Peu d'autres informations sont disponibles sur ce cas précis. Il semblait qu'une avancée dans l'affaire eut lieu le matin du 28 février 1882, soit un mois entier après la disparition d'Elisa. Le Belfast Morning News a rapporté qu'un pharmacien et une femme non identifiée avaient été arrêtés par la police de West Ham, accusés d'avoir attiré des enfants loin de chez eux. Le couple aurait pris un taxi jusqu'à Maryland Point School, où la femme serait restée dans le véhicule pendant que l'homme s'approchait de la cour de récréation de l'école. Un témoin à proximité l'a vu essayer d'emmener une petite fille, moment où le témoin est intervenu. Cependant, on ignore ce qu'il est advenu de ce couple ni leur lien éventuel avec les disparitions de Westham. Un peu moins d'un an après la disparition d'Elisa, le 18 janvier 1883, le responsable du bureau de réception principal de la société Carter Patterson, une entreprise de transport ferroviaire et routier, remarqua qu'une caisse en bois entreposée dans leurs locaux de Goswell Road à Londres commençait à dégager une odeur nauséabonde. La caisse est décrite comme mesurant environ 60 cm de long, 45 cm de haut et 45 à 50 cm de profondeur et avait été remise à l'entreprise le 11 décembre 1882. Elle devait être livrée à Madame Green au 24 Abbey Road, mais lorsque l'entreprise a tenté de la livrer, personne de ce nom n'était connu à cette adresse. Cela a obligé l'entreprise à ramener la caisse, non ouverte et non livrée, au bureau. L'odeur était devenue si forte pendant les 5 semaines où la caisse était restée au bureau que, le 18 janvier, le directeur, M. Allen, a décidé de l'ouvrir de force. À l'intérieur, il a découvert un cadavre en décomposition avancée qui avait été plié et entassé dans le petit espace. Après l'arrivée de la police, le corps a été transporté à la morgue, où il a été établi qu'il appartenait à une fille âgée de 13 à 14 ans, mesurant environ 1,20 m avec des cheveux clairs et d'excellentes dents. Le médecin légiste a supposé que l'enfant avait été affamé, mais il ne pouvait pas le confirmer avant que l'autopsie ne soit réalisée. Il a conclu plus tard que le corps ne portait aucune trace de violence, mais que la cause du décès était bien l'inanition. Il y eut beaucoup de spéculations selon lesquelles le corps appartenait à Elisa ou à Mary, mais en raison de l'état avancé de décomposition, personne ne pouvait l'affirmer avec certitude.
Avec peu d'autres pistes, les enquêteurs ont tenté de retrouver l'expéditeur. Ils sont allés au magasin Davis et Evans où la boîte avait été déposée avant d'être remise à Howledge. Les employés ont dit qu'elle avait été laissée par quelqu'un se présentant comme Monsieur Smith. Il portait des vêtements sombres et un haut de forme, comme un commerçant. Cet homme n'avait jamais été vu dans le magasin auparavant et n'y est jamais revenu. Ces informations n'étaient évidemment pas suffisantes pour que la police puisse avancer, alors d'autres tentatives d'identification du corps ont été faites dans l'espoir de trouver un indice. Une femme, identifiée comme Madame Farrell, pensait que le corps était celui de Clara Sutton, sa fille adoptive. Elle avait 14 ans lorsqu'elle a disparu et on savait qu'elle était amie avec Mary Seward. Madame Farrell se rappelait que Clara évoquait souvent son amie et demandait s'il y avait des nouvelles sur sa disparition. Elle se rappelait qu'avant la disparition de Clara, une femme était venue informer Madame Farrell qu'elle avait trouvé une place de domestique logée à la jeune fille à Brentwood, puis lui avait donné l'adresse. Bien qu'elle ait écrit à Clara, elle n'a jamais reçu de réponse. Cependant, comme il n'y a pas d'autres rapports concernant Clara et son lien potentiel avec le corps, il est possible qu'elle ait été écartée de l'enquête. Il y avait plusieurs autres pistes concernant l'identité du corps, mais toutes semblaient avoir fini par ne mener à rien. Amelia Jeffs, âgée de 14 ans, a été vue pour la dernière fois le 30 et 1 janvier 1890 lorsqu'elle a été envoyée acheter un repas de poisson dans une boutique de Church Road à seulement un quart de mile de la maison familiale. Ce qui devait être une courte sortie a pris une toute autre tournure lorsqu'elle n'est pas revenue. Ses parents inquiets sont immédiatement partis dans le quartier à sa recherche, mais n'ont trouvé aucune trace de l'endroit où elle se trouvait. Ils ont ensuite contacté la police locale, et une recherche à grande échelle était en cours dès le lendemain après-midi. Aucune trace d'Amelia ne serait découverte jusqu'à la Saint-Valentin, lorsque 2 policiers fouillant plusieurs bâtiments vides et inachevés à proximité de Portway ont découvert un corps partiellement décomposé rangé dans un placard. Les restes ont rapidement été identifiés comme appartenant à Amelia, et son autopsie a révélé qu'elle avait été agressée sexuellement et étranglée à mort. Les bâtiments étaient construits par un homme nommé Joseph Roberts, dont le père, Samuel, travaillait comme gardien de nuit. Selon sa famille, Amelia était une jeune fille bien élevée et aimante. Elle avait quitté l'école à l'âge de 13 ans et, bien qu'elle passait parfois du temps chez une tante à Western-super-Mare, elle passait la plupart de ses journées à la maison avec sa famille. Elle ne connaissait personne dans le quartier où elle a été retrouvée et n'avait jamais signalé de problème à ses parents. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que les enquêteurs obtiennent leur première piste. À l'intérieur du bâtiment où le corps d'Amelia a été retrouvé, il y avait un bâton de frêne et une bague en argent, cette dernière portant les initiales d'un homme qui avait récemment fui la région. On pense que l'homme a embarqué sur un navire et s'est ensuite rendu en Australie. Une description de lui a été envoyée par télégraphe à la police australienne pour qu'il soit arrêté s'il arrivait, mais cette piste n'a rien donné. Lors de l'enquête du coroner sur la mort d'Amelia, le constructeur et le veilleur de nuit sont rapidement devenus les principaux suspects. Samuel Roberts avait perdu la clé de la maison où son corps a été retrouvé sans pouvoir expliquer comment. Cela semblait suspect, car les bottes de la jeune fille étaient propres, suggérant qu'elle était entrée par la porte verrouillée et non par la zone boueuse à l'arrière. Roberts père avait aussi tenté d'empêcher les agents d'entrer dans le bâtiment après la découverte du corps, affirmant alors ne pas avoir de clé de la porte d'entrée. La mère d'Amelia a également témoigné qu'Amelia avait désigné Roberts père par son nom à plusieurs reprises, ce qui indiquait qu'elle le connaissait avant sa mort, bien que Roberts père ait nié la connaître lors de sa déposition. Roberts père a également fait d'autres déclarations contradictoires, comme affirmer qu'il n'était pas retourné dans le bâtiment avant que le corps d'Amelia ne soit découvert, puis déclarer qu'il y était retourné environ 4 semaines avant le meurtre. Malgré tout cela, l'enquête du coroner s'est achevée sans qu'aucun progrès supplémentaire n'ait été réalisé. Beaucoup soupçonnaient les Roberts dans le meurtre d'Amelia, et la police a établi un lien entre sa mort et les 2 disparitions, mais il manquait de preuves pour prouver quoi que ce soit. Ainsi, les Roberts n'ont jamais été inculpés. Les clés de la maison où Amelia a été tuée ont été retrouvées dans le grenier de la propriété en mai 1890 par les nouveaux locataires, mais il n'y avait toujours pas assez de preuves pour engager des poursuites. Les affaires de Mary Seward, Eliza Carter et Amelia Jeffs restent non résolues à ce jour. Et voilà les faits.
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et spéculations, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez prudents, et on se retrouve la prochaine fois.